Et si votre catalogue pouvait vous permettre de gagner de l'argent grâce aux créations de vos fans? Quand on entend la nouvelle selon laquelle Spotify veut lancer des remixes IA avec Universal, on peut penser que c'est juste une news tech un peu gadget. Mais je pense qu'on regarde quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que ce qui se joue ici, c'est pas vraiment l'intelligence artificielle. C'est l'économie du catalogue. En gros, Spotify et Universal Music Group veulent permettre aux fans de créer des remixes et covers générés directement sur la plateforme. Et surtout, les monétiser. L'utilisateur ne consommerait plus seulement, il participerait à la création de valeur. Mais combien ça peut vraiment rapporter? Le prix exact de l'abonnement n'a pas été communiqué. La manière dont les masters et les publishing seront rémunérés, on ne le sait pas. On sait juste que ce sera une fonctionnalité payante en plus de l'abonnement mensuel. Si seulement une petite partie des abonnés Spotify payaient pour cette fonctionnalité, on pourrait déjà parler de centaines de millions d'euros générés, même avec une adoption faible. Le plus intéressant, c'est que cette nouvelle source de revenus pourrait être extrêmement rentable parce qu'elle s'appuie sur le catalogue qui existe déjà. Ça veut dire que pas besoin de financer un nouvel album, pas besoin de signer un nouvel artiste. C'est un actif qui pourrait être amorti d'une nouvelle façon. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est le cas spécifique de la France. Dans la manière dont la fonctionnalité a été pensée pour le moment, on ressent vraiment l'influence de la vision américaine de la musique. Je m'explique. Le copyright et le droit d'auteur sont vraiment deux visions idéologiques totalement différentes. Côté copyright, on considère que la musique est un produit, une marchandise. Côté droit d'auteur, l'œuvre, et c'est quasiment un bout du créateur, on considère presque que c'est son âme qui est à l'intérieur. Donc ça veut dire que idéologiquement, on va être beaucoup plus protecteur du côté européen, français. Et c'est là où vient la question du droit moral. C'est primordial. C'est la possibilité pour un créateur de s'opposer à la transformation de son œuvre. Ça va être particulièrement intéressant de comprendre et de voir comment Universal va faire respecter le droit moral des créateurs concernés, d'autant plus dans une logique de streaming qui est une logique de volume, où si la fonctionnalité fonctionne, ils se retrouveront à avoir des dizaines, des centaines de milliers de titres potentiellement IA créés par jour. L'autre sujet intéressant, c'est celui de la collecte et de la rétribution. Comment va être collecté justement cet argent créé par des covers IA? Est-ce que on estime que cette cover IA constitue un nouveau master? Si oui, qui va en être le producteur? Dans quelle mesure la contribution et la créativité du fan va être valorisée? Toutes ces réponses-là sont essentielles parce qu'elles vont nous permettre de nous rendre compte, nous, acteurs de la musique, si cette fonctionnalité est une bonne chose ou si c'est juste un énième prétexte et un énième moyen pour les plateformes de streaming de se gaver un peu plus sur notre dos. Pour moi, le premier problème, c'est ce que j'appelle la cannibalisation. La cannibalisation, c'est quoi? C'est le fait que potentiellement, un titre qui vient de sortir aurait pu cumuler, je dis n'importe quoi, 1 million de streams. Mais parce que ce titre vient de sortir et qu'il laisse la possibilité de faire des covers et de remix IA, quelques jours après sa sortie, 15 versions existent et donc du coup les 1 million de streams qu'il aurait pu centraliser se retrouvent dilués entre sa version et les autres versions. A priori, vous pourrez me dire, oui, mais où est le problème? Parce que dans tous les cas, les créateurs originaux vont être rémunérés. Oui, c'est vrai, mais les revenus restent dilués. Donc ça peut être potentiellement une perte. La solution pour ça, ce serait d'imposer un délai suite à la sortie du titre, à partir duquel les gens pourraient faire leur cover, leur remixage, je dis n'importe quoi, 1 an après, 2 ans après. Et là, pour le coup, ça pourrait être intéressant parce qu'on rentrerait dans une logique où cette fonctionnalité de cover remix IA servirait du coup, nous, en tant que créateurs, pour défendre et essayer d'exploiter ce qu'on va appeler le back catalogue, donc les anciennes musiques, sachant qu'à l'ère du streaming, 1 an, c'est presque une éternité. Donc, à partir d'1 an, je pense que ça pourrait être un bon délai pour permettre les remixes et les covers, mais pas avant, pour être sûr de nous laisser un bon temps d'exploitation. Après, quoique 1 an, c'est peut-être un peu long. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, en faisant mes petites recherches, je suis tombée sur un post LinkedIn d'un journaliste qui a une newsletter sur l'industrie musicale qui s'appelle Philippe Astor. D'ailleurs, sa newsletter est excellente. Je vous paraphrase son commentaire. En gros, je trouve ça assez condescendant qu'on essaye d'imaginer à notre place comment on devrait utiliser l'IA, en nous poussant à rester dans des espaces fermés. L'industrie fantasme beaucoup, mais manque d'imagination. Elle semble surtout vouloir infantiliser des super fans prêts à payer pour faire des remixes chez eux. C'est assez pitoyable. Philippe est en pétard. Philippe n'est pas content. Alors, je comprends le point de vue de Philippe, mais je ne suis pas d'accord. Je m'explique.
J'entends, en fait. Je pense que cette critique est intéressante, en partie juste, mais un peu caricaturale. Quand Spotify et Universal Music Group disent que vous pourrez créer avec l'IA, mais ici avec nos règles, sur notre plateforme, nos catalogues, nos licences, on peut y voir une forme de créativité sous surveillance, je reconnais. Là où la critique est pertinente, c'est qu'elle met le doigt sur un paradoxe. L'industrie musicale a longtemps combattu certains usages spontanés des fans, mashup, remix, edit, sampling, puis soudain dit finalement vous pouvez créer à condition que ce soit dans notre produit et dans notre business model à nous. C'est vrai qu'on peut lire ça comme une tentative de canaliser l'énergie créative plutôt que de l'ouvrir réellement. Mais je trouve que la critique devient moins solide quand elle dit l'industrie n'a aucune imagination. Non, là c'est faux en fait. Parce que ce mot justement est extrêmement imaginatif, mais imaginatif économiquement, pas culturellement, pas artistiquement. Il est créatif économiquement. Ce que l'industrie imagine ici, c'est comment transformer un comportement gratuit et incontrôlé en flux de revenus licenciés. Autrement dit, les fans remixaient déjà. C'est déjà un usage qui existait. La vraie innovation a consisté à se demander comment capturer une partie de cette valeur sans tuer l'usage. Et ça, qu'on apprécie ou pas, c'est une logique sophistiquée de monétisation d'actifs. Philippe Pastor regarde la situation d'un point de vue culturel, alors que l'industrie regarde la situation du point de vue de l'actif. Comment j'augmente mon rendement, en fait? En vrai, cette news, elle dit quelque chose sur le potentiel futur de l'industrie musicale, qui pourrait être théorie, disclaimer théorie, qui pourrait être en fait un futur dans lequel monsieur et madame tout le monde peut être à l'origine d'un hit et peut se retrouver à être une solution au manque d'investissement des majors sur les catalogues musicaux. Je m'explique. Comme on l'a dit la dernière fois, sur notre vidéo de la semaine dernière, allez la voir si vous ne l'avez pas déjà vue, celle sur Drake, on disait que les majors ne prennent plus de risques. Les majors ne veulent plus investir dans les catalogues. Elles ont des rôles essentiellement de promotion et de distribution. Ok, très bien. Maintenant, ce qui se passe, c'est que du coup, les indépendants qui, eux, auront pris les risques seront les gens qui possèdent les masters et, dans le cadre de négociations avec les majors, évidemment, iront chercher le plus d'argent et le meilleur deal possible. Sauf que maintenant, l'autre acteur qu'on est en train de potentiellement pas voir venir, c'est monsieur et madame tout le monde, qui lui, en fait, parce qu'il a un travail classique et qu'il touche son 1500, 2000 euros par mois, peut se retrouver dans une situation où il fait un hit et se fait approcher par une major pour que la major rachète ce hit-là pour en récupérer le master. Et donc, ça donnerait des situations où monsieur, madame tout le monde vend ses masters à Universal. Universal les rachète pour un moindre coût parce que si tu dis à une personne qui a un travail lambda et qui ne comprend pas, ne sait pas ce que peut représenter une musique qui fonctionne, voici 2000 euros, 3000 euros pour une chanson que quelqu'un a fait peut-être en 5 minutes avec Suno, évidemment qu'elle va les prendre. Donc, on pourrait être dans un avenir, toujours une théorie, ne me sautez pas à la gorge, on est là pour réfléchir. Potentiellement, c'est un futur dans lequel les majors rattraperaient justement leur retard vis-à-vis des investissements de catalogue qu'elles n'ont pas fait, via des personnes physiques qui, elles, créent des nouvelles œuvres, des nouveaux masters, grâce à l'IA, et qui en font des hits, mais ne comprenant pas la valeur de ce que ces hits représentent, se retrouvent à les vendre aux majors qui en récupéraient et la propriété et l'exploitation pour un moindre coût. Voilà. Donc c'est une théorie que j'ai, je sais pas ce que ça donne, mais je la pose là. Comme ça, dans 5 ans, 10 ans, on se réécoute la vidéo, on voit si j'avais raison ou pas. Donc du coup, pour moi, il y a un vrai sujet sur qui écrira les règles de la créativité de demain. Est-ce que ce sera les plateformes de streaming? Est-ce que ce sera les majors? Est-ce que ce seront les fans eux-mêmes? J'ai pas la réponse. Honnêtement, j'ai pas la réponse. C'est une question ouverte. Si vous avez la réponse, les commentaires sont là pour ça. Mais je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus et que on a souvent tendance à passer à côté du sujet et qu'on s'interroge pas assez sur la place que peuvent prendre potentiellement les personnes lambda, les non-artistes, dans cette future économie et cet amateurisme de plus en plus présent et de plus en plus permis grâce ou à cause de l'IA.